Je ne le connaissais pas avant 2001, lorsqu'il était président. Et en 2001, j'étais président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et je l'ai invité pour une audition publique devant mes collègues de la Commission des Affaires étrangères. Et il a fait une prestation excellente. Puis ensuite, à deux reprises, au moment de la préparation de l'élection présidentielle, où je suis allé à Abidjan deux fois pour le voir longuement. Dans cette préparation, il m'a fait état des trucages, des fraudes qui se préparaient dans le Nord en particulier. Il m'a donné deux énormes dossiers que j'ai ramenés à Paris, où on voyait que dans l'établissement des listes électorales, il y avait des fraudes monumentales. J'ai transmis ces dossiers à la fois au Parti socialiste et à des avocats. Je ne sais pas très bien ce que c'est devenu. Dans mes conversations à Abidjan, j'avais aussi dit à Laurent Gbagbo, cher président, il faut faire des élections. Il m'avait dit oui, et je lui avais dit le plus vite possible. Et il m'avait dit oui, mais il y a deux obstacles. Les fraudes sont massives dans l'organisation du scrutin au Nord, et deuxièmement, beaucoup de gens, en particulier dans le Nord, sont armés, les milices de M. Soro, et donc il y a deux problèmes à résoudre. Finalement, il a fait les élections, mais ces problèmes n'étaient pas entièrement résolus. C'est vrai qu'il y a ce qui m'a le plus étonné, le plus révolté dans cette histoire, c'est qu'il y a une sorte d'acceptation, de consentement en France et sur le plan international. Il faut qu'il y ait des élections en Afrique, peu importe si elles sont fraudées. Une fois qu'il y a des élections, on les avalise. Et on ne fait pas la distinction entre les élections valides, il y en a eu, et heureusement il y en a eu beaucoup, on vient de le voir au Sénégal, on l'a vu récemment au Niger. Quant aux élections fraudées, peu importe, on y va. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le niveau de fraude a été énorme. Et ce n'est pas tellement le soutien à un homme, le soutien à Laurent Gbagbo qui m'a guidé. J'avais de la sympathie pour lui, mais ce qui m'a guidé ensuite, c'est le fait que les élections ont été manifestement truquées et que la communauté internationale, comme on dit à tort d'ailleurs, en particulier la France, a dit c'est réglé, allons-y, y compris par la force pour imposer ce résultat électoral. Les accords de Kléber-Marcoussis qui ont été montés par le gouvernement français, c'est un scandale absolu. Et la gauche française, le Parti socialiste n'ont pratiquement pas réagi. C'est lamentable, mais on peut l'expliquer encore une fois par une très forte méconnaissance de l'Afrique et aussi par le fait que le Parti socialiste ne s'intéresse pas passionnément à l'Afrique. J'espère que ça va changer. Il est possible que ça change. Et là encore, il faudra écrire, il faudra raconter le cynisme du gouvernement français, et en particulier du président Chirac et du ministre De Villepin, par rapport à ces accords qu'on a imposés derrière son dos, alors qu'il était parti déjà, après la négociation de Kléber, pour déstabiliser définitivement ce pays et en même temps provoquer les élections qui devaient aboutir au départ de M. Gbagbo. Tout ça a été programmé, il y avait un but précis, virer Gbagbo, il y avait une stratégie, adouber ses adversaires dès le départ, et voilà tout ça sous le contrôle d'une présence militaire française qui bien entendu n'a rien fait quand il s'agissait de sauver des gens. Je pense à toutes les exactions qui ont eu lieu là où était déployée à la frontière nord-sud une partie de l'armée française ou de l'ONUSI qui a agi de la même façon. Et puis, voilà, tout ça est très cynique.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les historiens, que les parlementaires, dont c'est le devoir d'investigation, puissent un jour éclaircir tout cela, car il y a énormément de faces cachées, de non-dits, de dissimulation dans toute cette aventure. Votre question sur les commissions d'enquête, 2 demandes formulées par moi-même et Paul Quilles, qui siégeait à la commission. Refus catégorique du président Balladur, qui présidait la commission des affaires étrangères, sur ordre du gouvernement. Pas question de commission d'enquête. Alors que nous avons obtenu une commission d'enquête, par exemple, pour les événements de Srebrenica. Nous avons obtenu une commission d'enquête ou une mission d'information pour les événements du Rwanda. Là, blackout total, interdiction que les parlementaires français mettent leur nez dans ce qui s'est passé à Abidjan, en particulier en Côte d'Ivoire, par rapport aux événements auxquels vous faites allusion. Il y a eu manifestement un interdit du Quai d'Orsay et de l'Élysée pour que les parlementaires soient à l'écart de l'investigation. Et il y en avait eu 2, non? 2 demandes, 2 refus. Dans quelles années? Ça, c'était entre 2002 et 2007, sous la présidence de M. Chirac et sous la présidence d'Édouard Balladur, président de la Commission des Affaires étrangères, qui est allé contre les intérêts du Parlement, ce qui est très rare. Très rare parce que, par exemple, quand nous avons demandé ensuite, entre 2007 et 2008, une commission d'enquête sur les infirmières bulgares prisonnières puis libérées en Libye, avec des aspects qui étaient assez curieux de la part du pouvoir français, on a obtenu immédiatement cette commission d'enquête. M. Poniatowski a joué le jeu parlementaire. Il était le président de la Commission des affaires étrangères. Il a joué le jeu parlementaire, au contraire de M. Balladur, qui a censuré en quelque sorte le travail parlementaire. Au sein du Parti socialiste, le couple Ouattara a mené un lobbying absolument considérable. Madame Ouattara, qui est d'origine française et qui a beaucoup d'amis, qui a beaucoup à droite, à gauche, a fait un travail absolument énorme de lobbying, je répète, et petit à petit, elle a convaincu un certain nombre de dirigeants socialistes, je pense à Dominique Strauss-Kahn et d'autres, Laurent Fabius, que Ouattara c'était l'avenir et que Gbagbo devait partir. Et donc, le Parti socialiste s'est divisé à partir de ce lobbying. Je dois dire que dans la communication en général, Laurent Gbagbo a été très faible et n'a pas eu les relais suffisants. C'est une question de moyens. Madame Ouattara a une fortune colossale et à partir de là, elle est intelligente, très active, très politique et elle a fait ce qu'il fallait. Et malheureusement, un certain nombre de socialistes sont tombés dans le panneau. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une question de moyens, une question d'argent, hélas. Et ensuite, elle a profité de ce que j'appelais l'ignorance abyssale des questions africaines de la part d'un certain nombre de socialistes. Je ne parle pas là de Strauss-Kahn ni de Fabius, qui connaissent très bien l'Afrique, mais qui, voilà, ont été finalement fascinés par, et convaincus en tout cas par les arguments d'Alassane Ouattara et de son épouse. Alors il venait du FMI en plus, donc c'était un personnage crédible, et ça le reste. Mais la volonté de prendre le pouvoir était plus forte que le reste. Gbagbo, avec ses qualités et ses défauts, était un peu une exception en Afrique de l'Ouest.
Et donc, il y avait beaucoup d'habitués en France, à gauche, à droite, surtout à droite, mais qui ne supportaient pas cette exception. Et alors, l'un des pires ennemis de Gbagbo dans cette période, ça a été tout de même le président Chirac, qui effectivement, avec ses ministres des Affaires étrangères, n'admettait pas qu'il y ait une personnalité à part, plutôt de gauche, plutôt socialiste, au sein de cette région, très contrôlée, très regardée par la France. Il y a eu ce phénomène. Mais moi, je n'excuse pas les dérapages du pouvoir ivoirien sous la présidence de Laurent Gbagbo. Il y a eu des dérapages, il y a eu des erreurs considérables, mais pour l'essentiel des événements les plus graves, les enquêtes n'ont pas abouti, les enquêtes n'ont pas été faites, et il faudra connaître sur toutes ces années l'exacte vérité. Moi, je ferai en sorte que, le moment venu, on puisse aller jusqu'au bout de l'investigation, par exemple sur les événements qui ont abouti à la destruction des avions après l'attaque contre les militaires français qui a fait 9 morts, etc. Il y a des éléments extrêmement troubles. On sait très bien qu'en Afrique sévissent des officines, des barbouzes, des gens de sacs et de cordes, et que ces gens-là se mêlent parfois aux officiels, y compris dans le camp français. Donc il faudra connaître toute cette vérité. Mais j'espère que Laurent Gbagbo pourra très largement, au cours du procès de La Haye, évoquer un certain nombre de choses qu'il nous avait déjà dites, mais qui n'étaient pas exprimées publiquement sur tous ces sujets. Donc, mais moi, je suis dans cette affaire, j'essaie de tendre à l'objectivité. Je ne suis pas manichéen. Je ne fais pas partie des pro-Gbagbo contre les autres. Beaucoup de socialistes sont devenus pro-Ouattara ouvertement contre tout le reste. Bon, et c'est une erreur. Vous savez, il y a une grande méconnaissance de l'Afrique dans les partis politiques français, aussi bien à droite qu'à gauche, et y compris au Parti socialiste. Il y a un certain nombre de gens qui prétendent connaître l'Afrique et qui ne la connaissent pas, qui parlent de l'Afrique et qui n'ont aucune raison de le faire parce que leur méconnaissance est abyssale, y compris parmi certains dirigeants ou responsables de la rue de Solferino. On le voit encore aujourd'hui. Et justement, il a fait beaucoup, il a suscité beaucoup d'espoir. Sa carrière, ou en tout cas son aventure personnelle, le fait qu'il ait été responsable politique, mais ensuite exilé, longtemps chassé par le pouvoir de l'époque, Houphouët-Boigny, et puis ensuite son retour, les turbulences des successeurs de Houphouët-Boigny, les événements tragiques qui sont survenus, on a fait un personnage qui a vraiment vécu, qui a une vraie histoire, qui a des convictions, mais dans la pratique, dans l'exercice, parce que probablement il était mal entouré, il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais il supportait le poids d'une hostilité, je ne dirais pas internationale, puisqu'au contraire, vous dites au début, au sein de l'internationale socialiste, il suscitait beaucoup d'espérance. Mais tout de même, il était l'intrus dans cette région d'Afrique. Et comme intrus, il a indisposé, il a bousculé les idées reçues, et il s'est construit toute une série d'ennemis, en plus, qui étaient manipulés par les forces hostiles à Gbagbo, et en particulier le phénomène Ouattara. Il y a eu beaucoup de contradictions dans la gestion des questions africaines de la part de la gauche au pouvoir entre 1981 et 1995, c'est-à-dire pendant les 14 années de François Mitterrand.
il y a eu de bonnes choses et de moins bonnes. Et on a oscillé entre diverses appréhensions de la question africaine, la manière de traiter les pouvoirs en place. On se rappelle tous de la chute de Jean-Pierre Cot, premier ministre de la coopération à partir de l'élection de François Mitterrand en 1981, qui a voulu mettre un terme à ce qu'on appelait déjà à l'époque la France-Afrique. Donc son aventure, alors que Jean-Pierre Cot était quelqu'un de très bien, de très intelligent, a ressemblé étrangement par la suite, ou plutôt l'aventure de Jean-Marie Bockel, licencié par le président du Gabon et par le gouvernement français de son poste, parce que lui aussi avait osé mettre en cause la France-Afrique, et même si M. Bockel était moins performant intellectuellement que M. Jean-Pierre Cot, ils ont subi la même aventure et la même brièveté aussi dans l'exercice de leur mandat de ministre de la Coopération. Donc il y a eu des oscillations, il y a eu un traitement un peu chaotique. Je ne pense pas qu'avoir fait de Jean-Christophe Mitterrand le Monsieur Afrique de l'Élysée ait été une bonne idée. Je le dis alors que je suis un mitterrandiste pur sucre. Et très franchement, s'il y avait quelques reproches à faire à François Mitterrand, il y a celui-là. Guy Pen, par contre, a été réglé intelligemment un certain nombre de problèmes. Voilà, je pense que si la gauche a péché parfois dans le traitement des questions africaines, c'est plus par méconnaissance que par idéologie ou entêtement. Il est impensable de calquer exactement nos méthodes, nos systèmes, nos constitutions, nos pratiques politiques, d'exiger des pays africains qu'ils nous copient de manière conforme. C'est ridicule et lamentable. C'est même une certaine forme de néocolonialisme de prétendre qu'il faut exporter tous nos systèmes, etc. Parce que nous-mêmes, nous avons des travers en matière de corruption et par conséquent, on n'a pas de leçons à donner. La caricature du discours de Dakar de M. Sarkozy, écrit par M. Guénaud, qui est un discours raciste, c'est pas tellement ces petites phrases sur l'homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire, c'est déjà scandaleux. Mais ce qui est incroyable dans ce discours, c'est qu'il y a 15 pages de donneurs de leçons aux Africains. Il commence par dire dans son discours « je n'ai pas de leçons à donner » et les 15 pages, il ne fait que ça. Donc ça, c'est vraiment une pierre très noire dans la relation franco-africaine. Ce discours de Dakar est une abomination. La présence de Gbagbo à La Haye, admettons, d'ailleurs, il y a un procès qui va avoir lieu, etc. Mais l'absence de Soro à La Haye, lequel Soro est toujours Premier ministre de la Côte d'Ivoire, ça saute aux yeux, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. Personne n'a le courage de le dénoncer, parce que ce n'est pas politiquement correct. Voilà. Bon, mais un certain nombre d'entre nous continueront à le faire. Je répète, La Haye, Gbagbo, Soro, Premier ministre à Abidjan. Voilà. Et si un socialiste ne se scandalise pas de cet état de fait, pour moi, il n'est pas socialiste.
Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il est à La Haye? Moi, je crois à la justice internationale. Je pense qu'à partir du moment où on est entré dans ce cycle, il a été arrêté, il a été accusé, il faut qu'il se défende. Et je lui fais confiance et je fais confiance à ses avocats pour qu'ils puissent se défendre. Je vous dis, le scandale, c'est pas que Gbagbo soit à La Haye, c'est que Soro n'y soit pas. Donc vous pensez qu'il y a des vraies raisons pour lesquelles il devrait être à La Haye? Ah bah évidemment, mais ça saute aux yeux. Mais on sait très bien les crimes, les exactions auxquelles se sont livrées les forces nouvelles, et sur une très très longue période. Non, je dirais de le camp Gbagbo. Disons de l'armée nationale de Gbagbo, Oui. les accusations sous lesquelles il a Mais été il faut qu'il s'explique complètement, totalement. L'avantage d'un procès, c'est qu'on peut s'expliquer. Et c'est pas un procès, c'est pas une institution où on l'empêchera de parler. Et, merci beaucoup, ça a été vraiment bien, très fort. Peut-être j'avais une dernière question, là j'ai oublié. Il faut. Mais je vous remercie Non, beaucoup. non, je vous en prie. Oui. Mais encore une fois, ça doit être fait sans manichéisme, avec objectivité, et en reconnaissant les erreurs du pouvoir ivoirien, et de Laurent Gbagbo en particulier. Et quelles sont les erreurs, selon vous, les principales erreurs, disons Oh ben, d'abord dans la gestion de son entourage, on ne peut pas dire que ça a été extrêmement brillant. Ensuite, dans peut-être le fait qu'il n'ait pas suffisamment écouté ses amis, ses vrais amis français et européens, qu'il se soit un peu isolé d'un certain nombre de ses collègues africains qui, quel que soit leur engagement, quelles que soient leurs options, droite, gauche, ont incontestablement un poids considérable. Et je pense en particulier au président Compaoré. M. Gbagbo aurait dû travailler davantage avec Blaise Compaoré et non pas le considérer comme un adversaire. Il y a comme ça un certain nombre de... Puis aussi la maîtrise des questions économiques et surtout sa difficulté, mais là, ça on peut le comprendre, à briser la corruption. Mais vous parlez de Compaoré qui, quand même, dans une autre anecdote que j'ai lue, avait dit, parce qu'il avait aidé dans le temps, même le FPI a publié ses petites tracts, mais quand c'était encore un parti dans la clandestinité. Mais après, il a vraiment changé d'avis, et d'ailleurs, c'était très tôt déjà, hein, je crois, c'était en 2002 ou quelque chose comme ça, où il a déclaré pour la Côte d'Ivoire, il faut Ouattara. Donc, Oui, oui. en plus aussi... Non, mais parce que peut-être que Laurent Gbagbo n'a pas fait ce qu'il fallait pour, en voisinage, en entente cordiale et en concertation permanente, faire en sorte qu'il n'y ait pas cette évolution de Blaise Compaoré. Moi, je pense que ça a été une erreur de considérer Compaoré comme un adversaire et non pas comme un partenaire. Alors peut-être que Compaoré porte une part de responsabilité dans cette histoire, et que, compte tenu des origines de Ouattara, il avait un penchant naturel pour ce personnage, désormais président de la Côte d'Ivoire. Non, parce que je pense que Gbagbo a quand même proposé, lui, Ouagadougou comme procès de paix. Non, Oui, ça oui, venait mais de sa part. c'est vrai, moi j'ai été témoin de plusieurs rencontres entre Gbagbo et Compaoré à Ouaga, pays que je connais très bien, le Burkina. Donc oui, il y a eu des échanges, des efforts, mais bon, ça n'a pas marché. Et si ça avait marché, on n'en serait pas là. Parce que Blaise Compaoré, quoi qu'on dise, quoi qu'on puisse lui reprocher en Afrique ou ailleurs, est un des personnages clés de la région, est un homme d'État qui s'est imposé et dont les capacités de médiation sont impressionnantes et ont fonctionné. On l'a vu pour la Guinée, on l'a vu pour, y compris le Sénégal et d'autres pays.
On le voit aussi pour sa détermination à essayer de résoudre les problèmes dramatiques du Sahel. Blaise Compaoré a peut-être des défauts, il a peut-être une histoire compliquée dans son accession au pouvoir, mais il est désormais l'un des hommes, probablement l'homme qui s'est le mieux imposé dans cette Afrique de l'Ouest. Mais est-ce que c'était peut-être pas le fait même que le coup d'État de 2002 était attribué à l'aide du Burkina Faso? C'est pas prouvé, ça demande à être étudié. Je pense que la France a davantage de responsabilités dans cette affaire, et on le verra. Et quand vous dites responsabilité, jusqu'à quel point est-ce que vous pensez qu'il y a eu carrément un appui de la rébellion de la part de la France ou... C'est parfaitement possible. Ce qui est certain, c'est que les milieux gouvernementaux français de l'époque ne voulaient plus de Gbagbo. Et qu'on connaît les méthodes françaises dans ces cas-là. Vieilles méthodes issues des pires travers du gaullisme, des méthodes Focard, etc. Ça a perduré. Et pour ça, ils trouvent toujours de bons professionnels. Et est-ce que c'était parce qu'il faisait peur politiquement? Est-ce que c'est parce qu'il voulait changer certains aspects de l'économie, de la relation Oui, parce économique? qu'il détonnait. Et il ne voulait pas que la France lui dicte sa conduite, y compris sur le plan économique. Et peut-être qu'il y a des intérêts financiers privés, d'entreprises privées importantes qui voyaient ça d'un mauvais œil, l'évolution d'une économie mieux maîtrisée, où ce ne sont pas les entreprises privées qui dirigent le pays, mais d'autant qu'elles sont françaises ou occidentales, et que le pouvoir politique mette son nez davantage dans ce qui se passe en matière de développement économique. Voilà. Donc tout ça, c'est vrai, Laurent Gbagbo, mais il n'a pas eu dans le fond, il n'a pas eu la capacité suffisante pour faire une politique qui détonnait, qui était différente de celle des autres. Et pour ça, il aurait fallu avoir une assise, une force politique supérieure. Il ne l'a pas eu parce qu'il n'était pas bien entouré et parce que il a été très rapidement pris par l'obligation de juguler les crises diverses et variées qui lui tombaient dessus. Et le programme, aujourd'hui même, je ne sais pas, je ne suis pas mal informé, mais je me demandais les questions un peu radicales qu'on revendiquait dans les années 80 pour l'Afrique, comme la fin des bases militaires ou bien un code éthique des multinationales. Est-ce qu'au fur et à mesure, avec le temps, on le revendique encore comme parti socialiste? Je voyais que le Royal, la dernière fois, avait proposé ça, non? La fin des bases militaires Oui, dans un interview, je me rappelle, là, dans un magasin chrétien. Elle avait fait ça pendant les oui, oui, élections. oui. Et Elle connaît bien l'Afrique. je me demande s'il y a eu une évolution, si... Ce qui m'inquiéterait, je dis ça au conditionnel, mais j'ai presque envie de dire ce qui m'inquiète, c'est que l'Afrique ne soit plus une priorité. Et pour la droite, elle l'a montré avec Sarkozy, qui déteste ce continent. Et je le crains pour la gauche, parce que nous aurions évidemment des problèmes colossaux à régler en Europe avec la crise, et que nous n'aurions plus la capacité ni le temps à nous intéresser à ce Sud qui pourtant est quelque chose qui doit être appréhendé avec le maximum de vision d'avenir. Bon. Donc, mon appréhension, c'est que ça ne soit pas une priorité. D'ailleurs, ça n'en est pas une du tout pendant cette campagne électorale. Mais alors, je crois qu'il faut tout revoir. Et je ne dis pas verser dans l'utopie. La gauche des années 70,
ou début 80, a versé dans l'utopie, a cru qu'on pouvait renverser la table et tout changer. Je crois que c'est une illusion. D'ailleurs, ce n'est pas respectable par rapport à nos interlocuteurs africains. Mais ce qui doit être au moins pris en compte dans une campagne électorale, là c'est trop tard, mais dans un nouveau mandat politique présidentiel qui serait exercé par un nouveau président qui s'appelle François Hollande, c'est notre intérêt, notre portée, notre regard porté vers l'Afrique, porté vers le Sud. Il y a beaucoup de socialistes qui sont prêts et qui partagent cette idée. Reste à convaincre les principaux responsables qu'en négligeant l'Afrique, on ferait une lourde erreur. Et en s'intéressant à l'Afrique, on en viendrait forcément à modifier un certain nombre de choses, y compris sur le plan militaire, y compris sur le plan de la relation partenariale. Nous sommes quelques-uns à avoir fait des propositions là-dessus, qui ne sont pas des propositions utopiques, mais qui sont, encore une fois, un regard tourné vers ce continent, qui incontestablement est l'un des continents d'avenir du monde, et puis la nécessité de profiter de notre géographie, sachant que la géographie fait l'histoire et que la relation que la France doit avoir avec les pays du sud de la Méditerranée, qu'il s'agisse du Maghreb, mais aussi bien sûr de l'Afrique noire, doit être un élément majeur de notre politique internationale. Et est-ce que dans cette vision, il y aurait aussi la possibilité de sortir du CFA, du contexte monétaire, pour développer une monnaie de l'Afrique de l'Ouest, ou est-ce que ce n'est pas dans les plans socialistes du tout? Écoutez, il ne s'agit pas de plan socialiste, là. Il s'agit de dialogue que l'on doit avoir avec les responsables africains. Pas question de leur imposer quoi que ce soit, comme M. Balladur leur avait imposé la dévaluation, etc. Il faut les consulter, les rencontrer, se concerter en permanence et décider ensemble. Il ne s'agit pas de leur imposer quoi que ce soit. C'est ça la ligne principale. Voilà, je crois qu'on aurait tort aujourd'hui de les considérer de manière mineure. Les Africains sont en capacité de prendre en main leur destin. Et d'ailleurs, l'une des recommandations qui nous tient à cœur, c'est le fait que l'Union africaine puisse monter en puissance. Pour l'instant, elle manque de moyens politiques et militaires. Plus l'Union africaine montera en puissance, plus les Africains pourront prendre en main leur destin. Il n'est pas normal qu'on fasse appel à la France, à je ne sais quel pays, pour régler leurs problèmes. C'est à eux de régler leurs problèmes. Et c'est à nous de nous investir au sens noble du mot pour les aider à régler leurs problèmes, mais pas les régler à leur place. Mais là, il y a une contradiction parce que quand même, on avait demandé, par exemple, les accords de défense. Gbagbo, à l'époque, en 2002, avait demandé de l'aide, mais même avant, il voulait reconstruire l'armée pour que, justement, il soit plus dépendante de l'intervention française quand il en avait besoin. Quand 2002 arrivait, la France n'est pas intervenue pour reprendre le pays comme il avait souhaité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là-dedans, dans le sens que il faut quand même, pour être indépendante, aussi de développer une armée propre et de son propre pays, ce que on ne voulait pas, parce que c'était cher, non, aussi. Mais oui, mais bien entendu, comment voulez-vous comparer les moyens ? Comment voulez-vous considérer que les pays africains devraient faire de leur budget de défense l'un des budgets prioritaires ? C'est impensable, compte tenu du niveau de développement et des besoins considérables qui existent au niveau des infrastructures, de la vie quotidienne, tout simplement de la nourriture, etc. Donc c'est impossible. Donc il faut des accords, mais des accords qui ne soient pas imposés, qui soient concertés. Peut-être des accords d'ailleurs qui ne seront pas les mêmes
sur l'ensemble du continent ou de la région de l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut discuter, il ne faut pas imposer. Il ne faut pas que la France ne raisonne que par une stratégie qui ferait qu'il se considérerait comme voulant imposer, y compris leur dispositif militaire. Donc tout doit être concerté, tout doit être discuté, rien ne doit être imposé. Et pendant cette campagne que je n'ai pas suivie, donc il n'y a pas eu de prise de position sur, disons, ces volets assez fondamentaux, les accords de défense. Il y a eu une intervention de François Hollande sur l'ensemble de la problématique de la défense française, très intelligemment développée, mais moi je suis absolument consterné que l'Afrique n'ait pas fait l'objet du moindre débat. La responsabilité incombe à chaque candidat, y compris le nôtre. On a considéré que... alors il y a eu des allusions. Il y a eu... nous avons, Laurent Fabius et moi et quelques autres, au sein du Parti socialiste, fait passer un certain nombre de notes, d'idées, programmatiques à inclure dans les projets, les démarches futures dans l'exercice du pouvoir. Donc nous sommes prêts pour ça, nous sommes prêts. Mais dans le débat électoral, télévisé, radio, il n'y a rien eu, pratiquement, c'est bien dommage. Sauf évidemment l'aspect critique. Chacun a pu, à gauche, condamner la nullité du candidat sortant sur les problèmes africains et même la provocation du discours de Dakar. Ça, on a dénoncé, mais on n'a pas suffisamment, on ne s'est pas projeté dans l'avenir. Bon, pour parler d'Hollande, mais je ne crois pas qu'on va l'utiliser, il avait quand même changé d'avis assez radicalement en 2004. D'abord, il avait dit que Marcos VI n'était pas acceptable parce qu'on a imposé un ministre de l'Intérieur qui venait de la rébellion. Et dans la même année, il dit que Gbagbo est infréquentable. Donc cette phrase est vraiment restée oui, je pense qu'il a été justement victime des lobbies auxquels je faisais allusion, et aussi peut-être d'un certain nombre de personnages au Parti socialiste qui étaient influencés. Oui, c'est... Et bon, petit à petit... mais au moins aujourd'hui, on devrait au moins reconnaître que